Dans tous les établissements de la Fondation, nous avons à cœur de mettre en avant le lien social. Chaque personne est différente, chaque personne a des besoins différents, mais on va essayer de l'accompagner au mieux. Au-delà des compétences techniques, c'est les qualités humaines du personnel qui ressortent régulièrement et qui nous valent une grande satisfaction de la part de nos patients. J'ai eu un accueil et un suivi personnalisé lors de la première grossesse et j'étais complètement rassurée de revenir ici pour la seconde. Alors, peu importe d'où vous venez, toute personne peut intégrer les formations que nous proposons. Les métiers de soins sont des métiers qui débutent par des valeurs qui peuvent être le respect, l'autonomie, la responsabilité. Notre ambition, c'est vraiment de proposer un accompagnement à toute personne sans abri ou personne vulnérable qui sont en difficulté. L'immense majorité des jeunes MNA qui quittent le SAMNA le quittent avec un diplôme en poche, avec une situation régularisée sur le plan administratif et le quittent pour un logement. La fondation de Maison du Diaconat voit son origine remonter à 1852, date à laquelle un comité de dames, piloté par Madame Nicolas Coquelin, a fait venir une sœur diaconesse de Strasbourg pour prodiguer des soins aux patients indigents de la chaussée de Dornac. En 1855, le consistoire réformé de Mulhouse a chargé le pasteur Vénagel de constituer un comité pour décider des moyens de l'entretien des sœurs et de l'ouverture d'une maison de santé. Les statuts de la fondation de Maison du Diaconat datent du 20 octobre 1860 et l'empereur des Français, Napoléon III, a signé le 14 juillet 1865 le décret impérial de reconnaissance d'utilité publique du diaconat. S'agissant des valeurs de l'œuvre, nous nous attachons à respecter l'origine de l'institution et à respecter les règles que nous nous sommes données, être au service des autres, œuvrer pour le bien-être des patients et agir au quotidien dans un esprit d'initiative responsable. Nous avons résumé sous une formule qui est « considérer avant tout le mieux-être de la personne ». Et s'agissant de la façon de fonctionner de l'institution, elle est administrée par un comité de 7 membres et nous sommes adjoints à une direction générale salariée extrêmement bien charpentée autour de Diego Calabro, notre directeur général, et c'est avec lui que nous fonctionnons en pleine harmonie. La Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse trouve son origine dans le monde de la santé, notamment dans les métiers du soin, médecine, chirurgie, obstétrique, soins de suite et de réadaptation. Et il est vrai que depuis une vingtaine d'années, il y a un tournant dans les activités qui est opéré de façon accélérée à partir des années 2005-2008, où là nous sommes intervenus plus dans le monde du médico-social, les EHPAD, la formation, et depuis peu dans le monde social. Nous sommes pluridisciplinaires et à l'intérieur de nos structures et dans notre groupe. On ne trouve pas du social dans toutes les structures qui sont dans le même secteur que nous, notamment dans le monde de la santé. Donc c'est une particularité des établissements privés non lucratifs, parfois de couvrir les 4 secteurs que j'ai énoncés tout à l'heure. Donc la fondation, telle qu'on la connaît aujourd'hui, s'est construite par un développement qui s'est accéléré depuis 2005 jusqu'à nos jours. Nous sommes passés de 3 structures à 39 structures auxquelles sont venus s'adjoindre 25 établissements partenaires que nous soutenons et avec lesquels nous menons des actions communes. Nous sommes présents sur toute l'Alsace avec une petite incursion sur le territoire de Belfort récemment. Alors, les établissements ont fait le choix de nous rejoindre. Ce sont des choix qui trouvent diverses origines.
On a des fois des établissements qui sont en difficulté financière, donc on les reprend, on les a repris à la demande des autorités. D'autres établissements nous ont rejoints pour des problèmes de gouvernance, de vieillissement de la gouvernance principalement. Et puis il y a des établissements qui s'adossent à nous pour s'asseoir dans leur propre stratégie. La Fondation développe en permanence son offre de soins au service de la population. Le secteur sanitaire est une priorité. L'activité de médecine est présente sur l'ensemble des établissements, avec d'un côté des unités spécialisées, voire surspécialisées, avec de l'interventionnel de pointe, comme dans les secteurs de la cardiologie et de la gastro-entérologie. De l'autre côté, des approches plus globales, avec un pôle gériatrique important et reconnu à Colmar, de la médecine polyvalente à orientation gériatrique à la clinique Roosevelt et au Neuenberg, et des soins médicaux et de réadaptation avec plateau de kinésithérapie performant sur le site de Sentheim et Ingwiller. Un hôpital de proximité est un établissement qui endosse une responsabilité territoriale pour faciliter le parcours de soins de la population du secteur. Le Neuenberg, labellisé hôpital de proximité depuis 2016, est un véritable trait d'union entre les acteurs libéraux, médico-sociaux et hospitaliers du territoire. Lors du séjour en service de médecine, le patient pourra bénéficier de tous les examens diagnostiques possibles en étroite collaboration avec nos partenaires et nos établissements de secteur. Dans le cadre de situations aiguës et difficiles pour certains de nos patients, ils sont pris en charge dans les services d'urgence de la Fondation. Sur les 40 établissements qui composent la Fondation, 3 sont plus spécifiquement dédiés à la chirurgie. Les 2 établissements mulhousiens de Fonderie et Roosevelt et l'établissement colmarien, l'hôpital Albert-Schweitzer. L'étendue de l'activité chirurgicale est assez vaste, elle regroupe toutes les activités chirurgicales connues à l'exception de la chirurgie cardiaque. On peut retrouver la chirurgie digestive, urologique, vasculaire, ORL, ophtalmo. Donc, toutes les spécialités sont représentées au sein de la Fondation. La Fondation met à disposition des équipements de diagnostic de pointe et des équipements également d'accompagnement de la chirurgie par la robotique et par l'image qui sont indispensables à une activité chirurgicale moderne. L'année passée, au sein de la Fondation, on a réalisé plus de 36 000 interventions chirurgicales qui vont de l'intervention la plus banale à l'intervention la plus lourde ou la plus grave, comme la cancérologie, les ischémies de membres. Et cela comprend également de nombreuses urgences que nous prenons en charge via l'adressage à nos cabinets ou via l'adressage aux urgences de la Fondation. Ce qui m'a fait choisir la Fondation comme lieu d'exercice, c'est d'abord l'exigence et la qualité du travail, notamment du personnel paramédical, qui nous permet d'avoir une activité intense et qualitative. C'est un plaisir toujours renouvelé de travailler entouré des compétences exceptionnelles de mes confrères et consoeurs qui nous permettent de travailler dans des conditions de sécurité optimales. Au-delà des compétences techniques, c'est les qualités humaines du personnel qui ressortent régulièrement et qui nous valent une grande satisfaction de la part de nos patients. Salut. Ça va, ça a été? Oui, oh oui. Ça va? C'est bien, Laura. Bien, la Fondation propose une prise en charge en cardiologie selon des filières qui sont très bien organisées et qui permettent une prise en charge globale du patient. Alors que ce soit dans le cadre d'une activité programmée ou de soins d'urgence, tels l'infarctus du myocarde, les patients peuvent bénéficier des moyens diagnostiques lourds, tels que la coronarographie, le scanner, l'IRM, la scintigraphie. La Fondation propose la prise en charge de troubles du rythme cardiaque, ce qu'on appelle l'ablation, soit par laser, soit par radiofréquence.
Alors selon son état, le patient peut bénéficier d'un séjour à l'unité de soins intensifs de cardiologie et puis dans les suites être pris en soins par des services spécifiques tels la rééducation cardiaque à l'effort dans le service Ricard ou bien si son état d'insuffisance cardiaque le nécessite ultérieurement dans l'unité Usicar où là on propose un suivi clinique et par télémédecine. J'étais à 14. Oui, si jamais vous êtes essoufflé, on prend ça. La Fondation propose des consultations hyper spécialisées, de longue date pour ce qui concerne la cardiopédiatrie, et depuis peu pour la prise en charge de maladies rares telles l'amylose cardiaque, et puis le traitement des conséquences cardiaques des chimiothérapies prescrites pour cancer. Le rôle du service biomédical est d'assurer la maintenance des dispositifs médicaux au sein de la Fondation. Nous réglons les problèmes que peuvent rencontrer des soignants lors de l'utilisation du matériel, que ce soit de la casse ou une panne ou bien un problème d'utilisation. Nous intervenons dans différents services. Nous avons des plateaux d'imagerie médicale où là nous intervenons sur des scanners, des IRM, du matériel d'imagerie. Nous intervenons au bloc opératoire. Nous avons également sous notre responsabilité des services de soins et des services d'hospitalisation. La Fondation investit régulièrement dans du nouveau matériel médical. Pour cela, en accord avec les services et les utilisateurs, nous planifions des essais avec différents fournisseurs afin d'établir leurs besoins et de renouveler le matériel obsolète. Nous, les médecins du diaconat, nous sommes profondément humanistes. On veut que tout le monde puisse profiter d'un service personnalisé en toute sécurité, comme nous le faisons actuellement. Nous sommes une maternité à taille humaine, mais notre certification garantit une prise en charge de toutes les urgences obstétricales, ainsi que des accouchements prématurés à partir de 34 semaines. Nous sommes très attachés à la qualité de relation avec les patientes qui vont venir chez nous. Toutes les patientes seront suivies de façon personnalisée. Elles seront accueillies et pourront bénéficier à la fois de services à la parentalité, à la naissance, de consultations individualisées, déjà dans un parcours parfois de procréation médicale assistée, mais de toute façon, quel que soit le moment de leur grossesse. Des ateliers sont proposés avant ou après la naissance de bébé pour aider les parents qui le désirent à savoir ce que c'est la parentalité, à savoir ce que c'est la rencontre avec son bébé qui naît, qui ouvre ses yeux et qui crie. J'ai choisi l'hôpital Schweitzer dans le cadre déjà de ma première grossesse il y a 2 ans. Je connaissais l'hôpital par réputation. J'ai eu un accueil et un suivi personnalisé lors de la première grossesse et j'étais complètement rassurée de revenir ici pour la seconde. Un autre point également, c'est le fait de, lorsque je viens, de ne pas avoir à recommuniquer toutes les informations. Le lien entre mes consultations diabétologues, les consultations avec l'anesthésiste, les sages-femmes, les informations circulent très rapidement et de manière très efficace. Je suis très satisfaite en tout cas d'avoir choisi l'hôpital Schweitzer parce que dans le cadre de ce suivi, j'ai été rassurée du début à la fin de cette grossesse.
La prise en charge en circuit court nécessite vraiment une collaboration avec l'équipe d'anesthésie et à ça s'ajoutent des nouvelles techniques de prise en charge d'anesthésie, par exemple l'anesthésie loco-régionale qui se fait sous échographie pour vraiment optimiser l'anesthésie, la durée de l'anesthésie. Et cette mise en place du circuit court n'aurait pas été possible sans cette collaboration avec l'équipe des anesthésistes. À la clinique, on a 3 possibilités en fait, de prise en charge courte, d'hospitalisation courte. Alors il y a l'hospitalisation très courte qui s'appelle le fast track, où les patients restent en moyenne 2h30, 3h à la clinique. Il y a l'hospitalisation ambulatoire, où là ils restent une demi-journée, maximum une journée. Et l'hospitalisation d'une nuit, où les patients viennent en fait juste le matin de l'opération et repartent le lendemain matin. La Fondation a développé les prises en charge de courte durée et d'ambulatoire, déjà pour le bien-être des patients, le bénéfice que ça peut leur apporter d'avoir des prises en charge courtes. Et de plus, l'ARS, les directives de soins vont dans le sens d'une prise en charge la plus courte possible. Donc on a essayé de réorganiser la prise en charge en ce sens, à la fois pour le bénéfice du patient et pour optimiser la prise en charge. Le service de SSR, donc service de rééducation et de réadaptation, sert à poursuivre la prise en charge des patients en sortie de service de médecine ou de chirurgie. Certains patients auront besoin, avant un retour à domicile ou une autre structure, de bénéficier de soins de rééducation, de réadaptation locomotrice, sociale ou cognitive. Dans la fondation de la Maison du Diaconat, nous avons déjà au Diaconat Colmar un service de SSR, il y a aussi un service de SSR à Sentheim et à l'hôpital de Neuenberg. Le SSR du Diaconat est un SSR gériatrique, non polyvalent, c'est-à-dire accueillant principalement des patients âgés, qui a 2 composantes. Il y a un SSR conventionnel pour des malades hospitalisés, en hospitalisation complète, et un secteur des SSR en hôpital de jour pour une prise en charge ambulatoire. Le travail en SSR se fait par une équipe pluridisciplinaire. Il y a d'abord le rééducateur, bien entendu, ergothérapeute et kinésithérapeute, mais aussi des médecins spécialisés en rééducation. Il y a aussi des psychomotriciennes, des psychologues et même des assistantes sociales. 14-12, poursuite à répétition. La Fondation va faire son possible pour que la personne âgée et le résident notamment se sentent bien. Aujourd'hui, notre philosophie, ça va être de répondre au plus près des besoins des résidents. C'est vrai qu'on se rend compte que chaque personne est différente, chaque personne a des besoins différents, mais on va essayer de l'accompagner au mieux. La Fondation propose différentes structures pour accueillir et accompagner la personne âgée. Donc nous avons par exemple les EHPAD pour les personnes les plus dépendantes, les SIAD pour le suivi à domicile. Nous avons aussi un système d'habitat inclusif donc qui peut être intergénérationnel sur Mulhouse par exemple. Et dans le Bas-Rhin à Schweighouse, nous avons un habitat inclusif qui permet aux résidents dans une résidence senior de se retrouver au moment où ils le souhaitent. Elsa Senior, c'est le réseau de gérontologie de la Fondation. Il propose des hébergements temporaires permanents et également de l'aide aux professionnels et aux aidants qui sont dans le besoin via une plateforme téléphonique. Pour assurer l'attractivité des postes à pourvoir dans l'établissement, on va dans un premier temps proposer les moyens matériels nécessaires à la bonne organisation. On va aussi permettre aux soignants de prendre le temps nécessaire pour s'occuper des résidents. C'est quelque chose qui tient à cœur aux soignants aujourd'hui, mais également à nous en tant que dirigeants.
Il est important pour les familles qu'elles remarquent et qu'elles constatent qu'on respecte la dignité des personnes accueillies. À partir du moment où un résident arrive dans l'un de nos établissements, cet établissement est considéré comme sa maison. Et il est important pour nous qu'il se sente comme chez lui et nous allons tout mettre en œuvre pour qu'il se sente réellement bien. Bonjour. Ça fait 4 ans que Tommy Soir vient chez nous. Depuis qu'elle était à l'hôpital, elle était tombée et puis de 3 semaines dans le coma. Je suis très content qu'elle soit à la maison. Et depuis peu, il s'occupe de moi encore. Dans les gestes du quotidien. Ça fait 1 an, parce que je fais casser le col du fémur. Et puis je ne pouvais plus monter l'escalier. Oh, je suis très content de Tommy Soir, avec toute l'équipe. C'est quelque chose de bien. Hein. Ça porte la joie, la bonne humeur, malgré la maladie. Hein. Bonne journée. Ouais, à bientôt. Dans tous les établissements de la Fondation, nous avons à cœur de mettre en avant le lien social, notamment grâce aux professionnels, pour proposer des activités et des moments de vie aux résidents qui sont dans les établissements. On part de leurs envies et on leur propose des activités de la vie quotidienne, des activités courantes et qui sont encore en capacité de faire. Nous avons plusieurs moments forts qui se rajoutent aux activités de la vie quotidienne, notamment grâce à des partenaires. Donc on va retrouver la médiation animale, on va retrouver la musicothérapie, on va retrouver la gymnastique à pas, le sport. Nous allons retrouver également la ludothèque. Les échanges intergénérationnels sont très importants pour les résidents. Et en plus, au diaconat de Colmar, nous avons la chance d'avoir l'Institut au sein de l'établissement, ce qui permet ces échanges au quotidien. Les instituts de formation fonctionnent grâce à de nombreux partenaires. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir les autorisations de fonctionnement et ces autorisations sont données par l'Agence régionale de santé Grand Est et par le Conseil régional Grand Est. Sans ces deux autorités, nous ne pourrions pas délivrer des formations puisqu'on délivre un diplôme d'État. C'est le Conseil régional Grand Est qui nous finance les instituts tant en fonctionnement qu'en investissement. Depuis quelques années, on est face à une pénurie importante de personnel soignant. Donc il y a toute une politique nationale qui a été mise en place pour augmenter le nombre de personnes en formation dans ces filières-là. La première action qui a été mise, c'était augmenter les capacités de formation. Nous avons créé 2 sites de formation d'aides-soignants, un à Altkirch, un à Saint-Louis. Le dernier né, l'Institut de formation en soins infirmiers, qui venait compléter l'offre de formation que nous avions sur Mulhouse, sur Colmar et sur Ingwiller. On a développé de nouveaux outils pédagogiques, notamment des outils numériques, puisque nous avons un formateur qui est diplômé en humanité numérique. Mais nous avons aussi investi, grâce au financement du Conseil régional Grand Est, dans un centre de simulation. Nous pouvons, à partir de la salle de simulation, diffuser l'ensemble de nos images et des exercices de simulation sur l'ensemble de nos sites. Donc ça, c'est une vraie avancée pédagogique. Les différentes formations que nous proposons dans nos instituts de la Fondation du Diaconat sont la formation aide-soignante, la formation auxiliaire de puériculture, la formation accompagnement éducatif et social et depuis peu la formation infirmière. Nous avons également la validation des acquis d'expérience, qui est une formation qui permet à des gens salariés de rentrer dans la formation aide-soignante ou auxiliaire de puériculture.
par ce biais, avec un accompagnement particulier. Et nous proposons aussi des formations continues pour tous salariés afin de développer leurs compétences. Et nous proposons également des formations en apprentissage, avec une formation identique à la formation initiale et un complément chez l'employeur. Nous avons un catalogue avec différents sujets et thématiques qui sont proposés, mais nous pouvons également faire des propositions de formation personnalisées et nous pouvons ainsi répondre aux besoins des employeurs et des salariés. Ma motivation pour devenir vraiment infirmier, c'est surtout le contact avec les patients et aussi les gestes techniques. J'ai toujours été passionné par la santé. C'est un domaine qui m'a vraiment toujours intéressé. Étant donné que je suis sapeur-pompier volontaire, j'ai eu l'occasion d'être avec les patients et du coup c'est vraiment ça qui m'a motivé. J'ai choisi IFSI du diaconat parce qu'en regardant sur Parcoursup et en me renseignant, il était écrit que c'était déjà une petite promo. On est 40 et donc le fait que ce soit une petite promo, ça permet déjà de tous se connaître, de tous bien s'entendre aussi et aussi d'être plus en contact avec les formateurs et d'être plus proche d'eux. Ma première impression sur les cours, les TP et la rentrée, ma promo est sympa. On a des cours super intéressants, il y a beaucoup d'intervenants, donc c'est ça qui est intéressant. Dans les chambres, s'il vous plaît, entre vous, elle est importante de savoir qui est là. Le projet pédagogique, l'équipe pédagogique l'a voulu résolument tourner vers l'innovation. Donc on travaille beaucoup autour de la ludopédagogie et aussi de la simulation. La simulation consiste à immerger l'apprenant dans son environnement de travail pour avoir les actions les plus proches possibles du réel. On va vraiment avoir un mannequin qui va remplacer le patient, mimer ses réactions, ses actions, ses changements physiologiques, ce qui permet vraiment à l'apprenant d'être en sécurité dans ce qu'il va faire, dans ses actions, et d'évoluer dans son apprentissage. L'Institut s'inscrit dans les valeurs de la fondation de la Maison du Diaconat de Mulhouse et s'attache au bien-être des étudiants en formation. Les formateurs qui s'engagent dans l'accompagnement des apprenants ont pour objectif premier la transmission de leur savoir, que ce soit leur savoir-faire ou leur savoir-être, mais aussi de les accompagner dans la construction identitaire, puisque les métiers de soins sont des métiers qui débutent par des valeurs. Précis, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque c'est validé aujourd'hui. L'évolution du secteur social est une évolution très rapide. Puisqu'on est passé d'un établissement en 2016 à 8 structures en tout aujourd'hui. Et cette évolution n'aurait pas pu se faire sans les financements publics, avec principalement les financements de l'État et aussi de la CEA. C'est très bien, là, vous entrerez tout de suite dans quelque chose de... Le pôle social est organisé en 3 secteurs. Le secteur de l'enfance protégée, le secteur des mineurs isolés et le secteur des solidarités adultes et familles. Le point en commun, c'est que ce sont des personnes en situation fragilité et le but étant de les accompagner vers l'insertion, au sens large, insertion sociale ou la réinsertion. Notre ambition, c'est vraiment de proposer un accompagnement à toute personne sans abri ou personne vulnérable qui sont en difficulté. Et cet accompagnement comprend un hébergement qui doit être décent. Et à partir de cet hébergement décent, de pouvoir se construire ou se reconstruire. Nous accueillons des personnes qui sont sans hébergement, des personnes qui sont sortantes de détention, sortantes d'hospitalisation, des personnes qui ont connu des expulsions locatives, des séparations familiales, des personnes qui sont étrangères et qui accèdent à des titres de séjour, des personnes qui sont en surendettement. Alors ce qu'on propose déjà aux personnes, c'est un lieu d'hébergement. Ensuite, nous abordons tous les problèmes administratifs ou autres,
ça peut être parentalité, ça peut être santé, que la personne rencontre et qui parasite le relogement. On va dire qu'aujourd'hui, vu le contexte actuel, une prise en charge, elle est à peu près de 1 an et demi. Ça peut être moins si la personne, par exemple, a un travail, mais nous avons des personnes qui sont là depuis plusieurs années. Ce qui est important dans notre travail, c'est d'aider les personnes à accéder à leurs droits. Et je crois que voilà, c'est notre objectif dans notre équipe. Valérie, ça tombe bien que vous soyez là, quitte mon école scolaire. Quand j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui étaient comme ça, cette semaine, je sais peut-être là. Alors, on doit aller. Ça fait déjà 1 an et demi que je suis à l'association. L'association, elle nous aide vraiment beaucoup pour les colis alimentaires, l'administratif, presque des choses que je peux dire des quotidiennes de la vie. C'est pour toute la famille, c'est pour les enfants, pour l'école des enfants, pour je veux dire les sports, pour la crèche de la petite. Pendant les vacances, ils font des activités. Et des activités de peinture, la lecture, l'escalade, tout ça, c'est vraiment une chose qu'on n'avait pas avant. Au revoir, merci. À bientôt, le bonjour aux enfants aussi. Hein, oui, au revoir. Les principales missions du SAMNA consistent à accompagner des jeunes mineurs étrangers isolés sur le territoire français, ce qui veut dire sans représentants légaux. Si on a pu s'adapter autant aux besoins de la communauté européenne d'Alsace et au profit de nos jeunes, c'est grâce à l'investissement de chaque membre de l'équipe éducative pluridisciplinaire des SAMNA. La spécificité du travail avec les mineurs non accompagnés, c'est l'adhésion au placement. C'est des jeunes qui souhaitent être aidés, qui souhaitent être accompagnés et qui souhaitent réussir en France. Et ce qu'il faut savoir avec ce public, c'est que pour la plupart, ils ont parcouru des distances énormes, ils ont enduré des périls incroyables pour arriver en France et avoir une petite chance de s'élever et de réussir. C'est valorisant d'être un acteur de la protection de l'enfance et c'est particulièrement valorisant d'être un acteur de la protection des mineurs non accompagnés. Puisque ce que vous investissez dans la relation d'aide, ils vous le rendent immédiatement. Ils ont conscience de ce qu'on donne pour eux et ils se donnent à fond eux-mêmes pour leur projet et pour réussir. L'immense majorité des jeunes MNA qui quittent le SAMNA le quittent avec un diplôme en poche, avec une situation régularisée sur le plan administratif et le quittent pour un logement. Donc c'est non sans une certaine fierté qu'on assiste à chaque départ du SAMNA. Ici au SAMNA, je me sens en sécurité. Depuis que je suis là, je suis épanoui. Ça va. Je me porte bien, super bien. Tout le monde est accueillant avec moi, tout le monde est gentil. Ils sont gentils avec moi en fait. On fait des sorties, ils nous aident dans nos devoirs, dans nos démarches. Parfois quand on a des soucis, ils nous viennent en aide. Au quotidien, ils sont toujours avec nous. Acteur important dans le secteur sanitaire, dans le secteur médico-social, dans le secteur social et dans la formation, oui, notre fondation l'est incontestablement de par l'action de la quarantaine d'établissements qu'elle gère aujourd'hui et qui la place parmi les tout premiers acteurs du Grand Est, si ce n'est même au-delà. Quant à savoir si j'ai un vœu pour le futur de la fondation, oui, bien entendu, j'en ai, et j'en ai même plusieurs. Le premier, c'est qu'elle reste debout. Le deuxième, c'est qu'elle garde son âme. Le troisième vœu, car il y en a un troisième, c'est qu'elle poursuive son développement harmonieux et important qu'elle connaît depuis le début des années 2000, et ceci
pour le bénéfice de nos concitoyens. Alors mon vœu pour le futur de la Fondation, c'est que nous pérennisions notre œuvre, que nous continuions à nous développer dans la logique de notre développement actuel, c'est-à-dire qu'on essaye de servir au mieux nos résidents, nos patients, nos élèves, tout en respectant nos collaborateurs, en menant une politique sociale de qualité. Si on peut encore l'intensifier, cette politique sociale, on l'intensifiera. Et c'est dans ces conditions-là que j'aimerais que la Fondation se développe encore plus.